Enjeu majeur des années à venir. Comment prendre en charge les personnes âgées dépendantes? Alors qu'un rapport doit être remis demain à la ministre de la Santé pour poser les bases d'une prochaine loi, nous consacrons une page spéciale à cette question. La future loi devrait favoriser le maintien à domicile des personnes âgées. D'abord parce que la plupart y tiennent. Est-ce que cela coûte plus ou moins cher aux familles, à l'État? L'enquête de Simon Ricotier et Lou Cricorian. Alex. À cause de son arthrose, marcher est devenu un calvaire pour Elisabeth Cornil, 75 ans. Mais elle a fait le choix de rester chez elle, où elle vit seule. Ne me parlez pas de maison de retraite, parce que j'aurais pas supporté la maison de retraite. Je crois que ça, j'aurais l'impression d'étouffer avec tous ces gens autour de moi. Pour le ménage, la vaisselle et les courses, elle fait appel à un auxiliaire de vie. Vous pouvez arroser un petit peu encore là, parce que vous n'êtes pas tellement arrosé là. Gildas de Campos l'aide aussi à se déplacer. Au total, il passe 2 heures par jour avec elle. C'est ça qui m'handicape beaucoup, c'est les genoux. Je sais qu'elle est toute seule avec ses 2 chats et tout. Donc, du coup, quand moi je suis là, je l'aide à parler. Au total, 50 heures par mois d'aide à domicile facturées 1025 €. Mais grâce à des aides publiques et un crédit d'impôt, le reste à charge d'Elisabeth Cornil n'est que de 35 € par mois. Une aide-soignante vient aussi pour la toilette, 30 minutes par jour. Une intervention prise en charge à 100% par la Sécu, du fait de son arthrose. Si ces prestations lui coûtent si peu cher, c'est que les aides sont calculées en fonction des revenus. Plus ils sont bas, mieux on est remboursé. Mais quand la personne âgée est très dépendante, le reste à charge pour la famille peut aussi s'envoler. Simone Najba, 98 ans, a besoin d'un accompagnement à domicile près de 18 heures sur 24 par différents professionnels. Ok, 12/6, parfait. D'abord, les auxiliaires de vie. Elles sont présentes 525 heures par mois. Facture pour la famille, 7 600 €. Elle aussi a droit à des aides, mais le reste à charge est élevé, 6 544 €. Les visites des professionnels de santé, infirmières, kinésithérapeutes, orthophonistes, sont prises en charge à 100% par la Sécu. Près de 7 000 € à payer tous les mois. Jusque-là, son fils piochait dans les économies de Simone Najba, mais selon lui, à ce rythme, les comptes seront vides d'ici 2 ou 3 ans. À un certain moment, on sera devant un seuil et ce seront les enfants qui seront obligés de pourvoir, soit sur notre capital, soit je ne sais pas comment. Placer sa mère en maison de retraite, Jean-Claude Najba ne l'imagine pas aujourd'hui. Tant qu'elle le supporte financièrement, ce retraité s'en voudrait de ne pas s'occuper d'elle à la maison. On a été bien élevés. Je pense qu'on a un devoir envers nos aînés de les accompagner le plus loin possible. Aujourd'hui, 2 300 000 Français apporteraient une aide quotidienne à une personne âgée qui vit à domicile. Le nombre des plus de 85 ans va plus que tripler d'ici à 2050. Comment se préparer à un tel bouleversement? Quels seront les besoins en personnel, en logement adapté ou en place dans les maisons de retraite? Où trouver le financement? Julien Bigard et Héloïse Chaudois nous décrivent les enjeux des 30 prochaines années. Magali Béraud est une institutrice de 54 ans. En 2050, elle soufflera ses 85 bougies. Et elle ne sera pas la seule. Le nombre de personnes d'au moins 85 ans passera de plus d'1 million à 4,8 millions. En 2050, elle se déplace en fauteuil roulant. Mais comme pour 9 Français sur 10, pas question de quitter sa maison. Il a donc fallu élargir la porte d'entrée, aménager sa chambre et installer la télésurveillance. Et ça coûte cher. 24 milliards d'euros pour financer la dépendance aujourd'hui, 35 milliards d'ici 2060. Magali Béraud n'a eu qu'un fils. Il vit aux États-Unis. Comme la natalité va baisser, les personnes âgées pourront moins compter sur leurs proches. Pourtant, la dépendance coûtera de plus en plus cher aux familles. Elle dépense 7,2 milliards d'euros aujourd'hui. Ce sera 16 milliards dans 40 ans. Heureusement, Léon Dupont, l'aide-soignant de Magali, passe la voir tous les jours. Mais tout le monde aura-t-il cette chance? Pas sûr si la France ne rend pas ce métier plus attractif.
Le frère de Magali, Victor Béraud, a lui 90 ans. Très dépendant, lui doit vivre en EHPAD. En 2019, il n'aurait pas forcément trouvé une place avec seulement 600 000 lits. En 2060, il en faudra pourtant le double, 1 200 000. Partir vivre dans un EHPAD quand il devient trop compliqué, trop dangereux de rester chez soi est pour beaucoup une épreuve, un bouleversement. Valérie Hortel et Chloé Cormery sont allées à la rencontre de 4 résidents d'un établissement de Saint-Maur-des-Fossés. Ils ont plus de 80 ans. Ils évoquent leur intégration et leur vie dans un EHPAD. À la maison de retraite publique de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés, voici Esther Azan et Michel Boulanger, 90 ans tous les deux. Pierrette Météro, elle vit ici depuis 4 ans. Et la dernière arrivée, Yvette Thomas. Ils ont accepté de nous parler de leur quotidien. Le 325, Entrez. c'est chez Esther Azan. Bonjour Madame Azan. Bonjour, Morel. Et tous les matins, elle a son petit rituel. C'est l'heure du maquillage. Oui, il en faut. Si vous vous laissez aller, vous êtes foutus. Se maquiller, une des rares choses qu'elle peut encore faire seule. Esther Azan a décidé de s'installer en maison de retraite il y a 2 ans parce qu'elle avait perdu l'usage de ses jambes. Qu'est-ce qui est le plus dur quand on quitte sa maison? C'est tellement dur que ça ne peut pas s'exprimer. C'est un désarroi de vos sentiments. À 90 ans, elle a dû renoncer à sa douche quotidienne. Il n'y a pas assez de personnel pour l'aider. Ici, la douche et le shampoing, c'est 1 fois par semaine. C'est le vendredi qu'on fait la douche et à fond. Je pense qu'ils font tout ce qu'ils peuvent. Le personnel, ça compte tellement. 2 étages au-dessous, Michel Boulanger en a entendu des histoires de maltraitance dans des maisons de retraite. Mais ici, il n'a rien connu de tout ça. On vous a toujours gentiment parlé. Toujours poliment, affectueusement, avec attention. Ah non, respect, sympathie. Ça, c'est la maison qu'il a quittée pour venir s'installer à l'EHPAD avec sa femme. Quand je l'ai quitté, c'était en 2015. C'est en vendant ce petit pavillon, sa maison, qu'il a pu financer l'EHPAD. La facture, 2 500 € par mois. Avec 2 000 € de retraite, c'était trop juste. La maison a été une roue de secours, si je peux dire. Comment ça permet de vivre un peu normalement sans embêter personne. 2 500 €. Un tarif moyen pour une maison de retraite en région parisienne. Pas donné. Inclus dans le prix, il y a la manucure 1 fois par mois. Le coiffeur, c'est en plus. Et tous les jours, il y a des animations. Pour offrir ces activités, ici, la direction a réduit un peu les heures de ménage. On a fait le choix de supprimer beaucoup d'activités de ménage pour les remplacer par des activités de loisirs, d'animation. Quand je suis dans le bain. Des activités pour un prix raisonnable. C'est ça qui a plu à Yvette Thomas. C'est votre premier jour, madame, vous arrivez? J'arrive. Son premier jour ici. Elle arrive d'un autre établissement, 2 fois plus cher, où elle s'ennuyait un peu. Ici, il y a beaucoup d'animations, paraît-il, alors que là-bas, c'était pas grand-chose, quoi. Bonjour madame Météro. Bonjour, madame. Mais tous les résidents ne sont pas aussi avides d'activités. C'est ici que vous vivez alors? Eh oui, c'est ici que je vis. Pierrette Météro vit dans ce 20 mètres carrés qu'elle a meublé elle-même. La vie collective, elle apprécie, mais elle tient à garder son jardin secret. Je veux pas qu'on soit toujours sur moi, sur mon dos. Je veux garder un peu mon indépendance. Ici, elle peut sortir, aller et venir dans le jardin. Un petit bonheur qui lui rappelle sa vie d'avant. C'est agréable d'être un peu à l'extérieur. Je repense à ce que j'ai vécu. Ça revient. Alors, par moments, j'ai les larmes qui coulent. Des coups de cafard qui disparaissent dès que sa famille vient lui rendre visite.
La réforme de la dépendance, ça fait longtemps qu'on en parle et qu'on ne voit rien venir. Bonsoir Alexandra Ben Saïd. Bonsoir Anne-Sophie. Alors cette fois, est-ce qu'on peut y croire? Que peut faire le gouvernement? La réforme de la dépendance, c'est tellement une bombe à retardement qu'en 2007... Libault, remis à la ministre de la Santé aujourd'hui, il va falloir trouver près de 10 milliards d'ici à 2030, on en parlait hier. Parmi les pistes que propose le rapport, le maintien d'une taxe, la CRDS. Elle avait été créée en 1996 pour rembourser la dette de la Sécu et devait disparaître en 2024. Les précisions de Camille Gutin avec Véronique Gorel et Mathieu Drejoux. Cette petite ligne sur votre fiche de paie va-t-elle servir à financer vos vieux jours? Prolonger la CRDS qui devait disparaître en 2024 pour financer la dépendance, c'est la proposition choc d'un rapport. Ce député de la majorité est plutôt favorable. Si elle était prolongée, ce ne serait pas un impôt supplémentaire, ça serait le maintien d'une contribution, dont d'ailleurs le rendement est relativement proche du besoin de financement qui est attendu pour cette dépendance. Mise en place en 1996 par Alain Juppé, elle devait servir à éponger la dette de la sécurité sociale. En 2024, les comptes devraient être revenus à l'équilibre et donc la CRDS supprimée. Mais le rapport propose de la maintenir et de la rediriger vers la dépendance. Pour l'opposition à gauche, c'était au contraire l'occasion de mettre fin à un prélèvement injuste. C'est une contribution fixe, donc nous la considérons injuste. Au lieu de faire des cadeaux inconditionnels aux entreprises sous la forme de crédit d'impôt ou la question de l'ISF et autres, et de le redistribuer vis-à-vis des retraités. À droite, certains sont plutôt favorables. C'est une proposition qui n'augmenterait pas la fiscalité des Français. Alors certes, ça ne la baisserait pas, mais ça leur permettrait de couvrir un nouveau risque. La CRDS rapporte un peu moins de 10 milliards d'euros chaque année. Il y a le financement public du grand âge, mais il y a aussi le financement privé, ce que paient les retraités pour une place en EHPAD. Le reste à charge, une fois les aides perçues, est de 1 850 € en moyenne. Le rapport préconise de le faire baisser de 300 € pour les plus modestes. Une nouvelle prestation serait créée. Précision de Simon Ricotier avec Jules Longchamp et Gabriel Camilla. C'est l'une des propositions du rapport sur le grand âge remise aujourd'hui au gouvernement. Diminuer le reste à charge des résidents des maisons de retraite. En moyenne, après le versement des aides, il est de 1 850 € par mois, soit 60 € par jour. Marguerite Guillemot, 96 ans, s'est installée dans cet établissement de Saint-Brieuc il y a 2 ans. Tous les mois, sa facture s'élève à 1 870 € pour l'hébergement et les soins. Ces 1 200 € de retraite ne suffisent pas, elle doit piocher dans ses économies. Elle pourrait bénéficier de la mesure proposée aujourd'hui. Pour les résidents gagnant entre 1 000 et 1 600 € par mois, une aide pour baisser de 300 € le reste à charge. Pour ceux gagnant plus de 1 600 €, l'aide serait dégressive, jusqu'à 50 € par mois. Un coup de pouce bienvenu pour Marguerite Guillemot. Ça nous aiderait beaucoup moralement. Pourquoi, c'est-à-dire ? On est toujours à se demander, est-ce que je vais y arriver sans rien demander à personne? Réduire le coût de l'hébergement pour les familles, le directeur de cet établissement y est favorable. Mais pour lui, impossible de baisser les tarifs journaliers. 55 € pour offrir une prestation d'hébergement comprenant les repas, comprenant la chambre, comprenant les animations, comprenant le blanchissage du linge, etc. Tout ce qu'on nous demande de faire dans ce tarif-là. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de structures économiques en France qui, pour 55 € sont capables d'offrir l'ensemble de ces services. La mesure proposée concernerait 35% des résidents en maison de retraite. La priorité pour garantir une bonne prise en charge des personnes dépendantes, c'est de recruter du personnel. Le rapport propose de créer 80 000 postes de plus dans les EHPAD et de revaloriser les salaires. Il suggère aussi de rémunérer les auxiliaires de vie au forfait et non plus à l'heure. Est-ce que cela suffira à rendre ce métier plus attractif? Catherine Rogerie et Jean-Marie Lecartier. Petit déjeuner, ménage, un peu d'exercice dans l'appartement. Monique Douek est l'auxiliaire de vie de Guy Verlière, 93 ans. Sans eux, je ne pourrais pas. Ils sont indispensables. Oui. Elle a trouvé ce poste à temps complet il y a 15 jours. Une exception, car avant, elle dépassait rarement les 20 heures par semaine. Je peux faire 2 heures ici, à Sully, Morlan, et puis aller au 16e arrondissement, faire 2 heures. Et après, on peut me ramener ailleurs, faire 1 heure. Ces heures creuses, on n'est pas payé.
Temps partiel subi, manque de reconnaissance. Résultat, le métier d'auxiliaire de vie attire peu. Pour cet employeur, trouver du personnel qualifié est une gageure. Aujourd'hui, on cherche plusieurs dizaines d'auxiliaires de vie dans nos différentes géographies. Et si on ne les trouve pas, c'est principalement en raison du manque d'auxiliaires de vie de qualité, d'un manque de rémunération pour attirer les meilleurs. La piste proposée par le rapport Libaud, revaloriser l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, en la faisant passer de 19,50 € en moyenne à 24 € par heure de prestation. Une somme qui couvre les salaires, les charges, les frais de l'agence. Une somme qui permettrait surtout de faire face à l'urgence selon ce professionnel, car d'ici 2050, le nombre des plus de 85 ans va plus que tripler. Ça va nous permettre de valoriser les conditions de travail de nos auxiliaires de vie, de mieux les accompagner, de mieux les payer. Et enfin, ça va nous permettre de développer nos structures. Le gouvernement reconnaît la nécessité de mieux rémunérer ces professionnels, mais il n'a encore rien tranché.